Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe toujours aussi bien. Donc on n'a pas le choix, on repart toujours sur le droit du travail avec, on va dire, cette méthodologie. Voilà. Dans tous les cas, si pour certains c'est compliqué à suivre, bah, faites-moi passer des messages, hein. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Est-ce que finalement cette méthode que j'emploie vous va? Est-ce que je vais trop vite? Enfin, dans tous les cas, faites-moi remonter, hein, des informations par rapport à ce que je fais, puisque finalement je navigue à vue et pour l'instant je n'ai pas eu de retour de votre part. Donc quoi qu'il en soit, on repart sur le dossier 3 ou séance 3, donc les droits de l'individu au travail. Ce cours va comporter différentes parties, comme vous pouvez le voir. Donc on va passer par la première, le pouvoir de l'employeur, on enchaînera sur les droits et obligations des salariés. On parlera de la durée du travail, des repos et congés, de la formation professionnelle, de tout ce qui touche à la santé et la sécurité, et puis on abordera rapidement tout ce qui touche au salaire, participation et intéressement des salariés. Alors en ce qui concerne la partie 1, le pouvoir de l'employeur, donc là c'est une partie que l'on a rapidement abordée durant la séance 2, où là je vous avais parlé du lien de subordination entre l'employeur et le salarié, et je vous ai parlé des trois types de pouvoir de l'employeur. Donc quoi qu'il en soit, je reviens sur ces trois types de pouvoirs, mais on va dire, les détaillant un peu plus. Donc je commence par le pouvoir normatif, hein, le pouvoir de mettre en place des normes finalement, et plus particulièrement le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur est élaboré, donc je vous en avais parlé, par l'employeur, donc c'est un acte unilatéral de sa part. Il est finalement réalisé de sa seule initiative. Et par contre, élément que je vous avais fourni durant la séance 1, je vous en avais parlé, je vous avais dit d'un seuil donc obligatoire finalement pour toutes les entreprises à partir de 20 salariés. Alors oui, c'était le cas, mais c'était le cas jusqu'au 1er janvier 2020. Voilà, donc effectivement, cette information m'avait échappé. Et en refaisant quelques recherches, j'ai vu que depuis le 1er janvier 2020, finalement, l'obligation de réaliser un règlement intérieur est finalement pour les entreprises de 50 salariés et plus durant 12 mois consécutifs. Alors voilà, donc dans tous les cas, enfin, il me semble que pour toute entreprise, il est quand même nécessaire d'établir un règlement intérieur. Voilà, je pense que ce seuil ne change pas grand-chose parce que finalement, c'est quand même, il est nécessaire de mettre en place un cadre, hein, dans toute structure. Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut parler de l'élaboration du règlement intérieur avec différentes étapes. Donc, une première étape où là, il va être élaboré par l'employeur, qui va ensuite finalement le faire passer au comité social et économique pour avis. Donc le comité social économique, c'est finalement une entité importante dans une entreprise. Donc cette entité, on va y revenir plus tard dans la séance. Donc une fois que le comité social entreprise a été consulté et a donné son avis et peut-être a fait évoluer le règlement intérieur, il est à ce moment-là transmis à l'inspecteur du travail qui va l'examiner et qui va, après, une fois examen, le faire peut-être modifier, voire faire retirer certaines clauses. Ensuite, une fois que c'est fait, que le règlement intérieur est validé par l'inspecteur, à ce moment-là, il est déposé au greffe des prud'hommes. Et puis, une fois que tout est acté, il est affiché sur les lieux du travail et les lieux d'embauche, tout simplement. Voilà, et il n'entre en vigueur qu'un mois au minimum après son dépôt. Voilà. Donc après son dépôt, un mois après, il est nécessaire finalement de le mettre à la vue de tout le monde. Alors, il a certains objectifs qui sont assez évidents. Donc, dans un premier temps, veiller à la santé et à la sécurité du personnel, fixer les règles disciplinaires et les sanctions, défendre les droits des salariés et les protéger du harcèlement. Et concrètement, ça se retrouve dans le contenu du règlement intérieur dans quatre domaines finalement. Alors, quatre domaines, encore une fois, le règlement intérieur dans l'échelle, vous vous souvenez, dans la pyramide des normes de la séance 1, je vous avais expliqué que tout au-dessus, il y avait la Constitution, ensuite les lois, ensuite tout ce qui était convention et accord collectif, convention collective, et que finalement, à la base de la pyramide, on retrouvait le contrat de travail et aussi le règlement intérieur. Et donc, je vous avais parlé du principe de faveur en éditant le fait
que tout principe, finalement, tout principe pris à la base de la pyramide, par exemple dans l'entreprise, ne peut pas déroger, par exemple, à la loi, au code du travail. Et concrètement, voilà ce qu'on va retrouver dans le règlement intérieur. Donc on va trouver des éléments sur la santé et la sécurité, donc des consignes particulières sur les équipements, le port d'équipements, sur par exemple la manipulation de produits dangereux. On va retrouver aussi des éléments sur la discipline, par exemple l'échelle des sanctions, concrètement. Là aussi, chose que l'on va étudier plus tard dans ce cours. On va avoir des éléments sur les droits de la défense. Concrètement, ben, s'il y a un litige entre l'employeur et le salarié, s'il y a une faute du salarié, concrètement, ben, par exemple, les procédures disciplinaires qui vont être mises en place, comment ça va se passer pour la convocation, pour l'entretien, etc., etc. Là aussi, chose qu'on va réétudier plus tôt dans la séance suivante. Et puis, il y aura des rappels sur tout ce qui touche au harcèlement moral et sexuel pour ceux qui le subissent et pour ceux qui en sont aussi témoins. Alors, concrètement, quand je vous parlais du principe de faveur et du fait que le règlement intérieur ne pouvait pas contrevenir finalement à la loi, au Code du travail, donc vous avez un exemple d'une entreprise qui a voulu tout simplement interdire l'alcool dans son entreprise. Voilà, l'alcool dans les cafétérias, au moment des repas, etc. etc. Alors, cette entreprise concrètement s'est heurtée à l'inspecteur du travail qui a exigé le retrait de ces dispositions. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été par la suite approuvé par la Cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'État. On sait que l'entreprise n'a pas été d'accord avec l'inspecteur et du coup est allée plus loin dans ses recours. Et ce qui a fait que, au final, malgré tout, la Cour d'appel et le Conseil d'État étaient d'accord avec l'inspecteur du travail. Alors pourquoi? Parce que concrètement, le raisonnement, il se fait en deux temps. Que dit le Code du travail? Le Code du travail, il dit que concrètement, aucune boisson alcoolisée, autre que, alors ça c'est le petit bémol qui est intéressant, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré ne sont autorisés sur le lieu du travail. Donc, ça veut dire que concrètement, hormis toutes ces boissons, le vin, la bière, le cidre et le poiré, eux, sont autorisés, peuvent être consommés sur le lieu de travail. Ce qui signifie que concrètement, l'employeur, quand il a voulu limiter à tous les alcools, finalement, il s'est heurté au Code du travail. Voilà, tout simplement. Autre exemple intéressant, là c'est Disney. Alors pourquoi Disneyland? J'ai voulu mettre l'exemple parce que concrètement, euh, en faisant des recherches, il a été expliqué que c'était l'un des règlements intérieurs les plus stricts qu'on pouvait trouver. Comme vous pouvez le voir, hein, strict, alors le plus strict du monde. Pourquoi? Parce que concrètement, à un moment, les employés n'étaient même pas autorisés à se faire pousser la barbe. Ensuite, ça a été accepté mais avec des dispositions bien particulières. Donc la possibilité de se laisser pousser une barbe ou un bouc tant que les poils ne dépassaient pas 6 mm. Vous avez des règles très strictes au niveau du code vestimentaire, au niveau des tatouages, des piercings, la coupe de cheveux, la longueur de la coupe de cheveux. Vraiment, tout est vraiment, le cadre est très 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 strict, hein. Voilà. Donc c'est assez particulier comme règlement intérieur. Voilà, c'est pour ça que effectivement je voulais vous en parler. Ensuite, donc il y a un deuxième pouvoir de l'employeur qui est le pouvoir disciplinaire. Donc le pouvoir disciplinaire, hein, qui est défini par l'article 1331-1 du Code du travail. Alors petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'on doit connaître par cœur les numéros d'articles? Bien sûr que non. Je n'attends même pas de vous que vous connaissiez par cœur les définitions, mais du moins que vous ayez compris les principes. Alors, finalement, dans cette définition, on vous explique ce qu'est une sanction. Et une sanction, concrètement, c'est toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs, par l'employeur comme fautifs. Que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Donc la sanction, c'est pas forcément le licenciement, hein, ça peut être un autre type de sanction autre que verbale qui va peut-être affecter la place du salarié dans l'entreprise, son évolution et pas forcément sa présence, tout simplement sa présence. On n'est pas la sanction, on n'est pas obligé, l'employeur n'est pas obligé d'aller directement au licenciement. Et heureusement. Alors en pratique, ce qu'il faut savoir, parce que concrètement il y a souvent des abus, les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites. L'employeur ne peut pas vous mettre d'amende et de sanctions pécuniaires.
peux pas vous dire aujourd'hui, vous avez cassé un objet, je vais vous le retirer sur votre salaire. C'est pas possible. Là aussi, tout ce qui est sanctions discriminatoires sont interdites. Là, ça tombe sous le sens, on n'y revient pas. Quand il existe un règlement intérieur, l'employeur doit tenir compte du règlement intérieur pour le choix de ses sanctions. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc sur le règlement intérieur. Ensuite, il existe une prescription, d'accord, sur les faits qui ont été commis par un salarié. Donc concrètement, au-delà de 2 mois, d'accord, l'employeur, 2 mois, enfin, où l'employeur a eu connaissance on va dire de la faute du salarié, après 2 mois, il ne peut pas donner, se réveiller finalement et mettre une sanction au salarié. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors là, je vous ai mis les sanctions et procédures. Donc, comme vous pouvez le voir, ça part d'une remarque verbale au licenciement disciplinaire. Bon, la remarque verbale, souvenez-vous de la définition précédente, ça veut dire que ce n'est pas une sanction. Même si elle est présente dans ce tableau-là, ça veut dire que concrètement, ce n'est pas considéré par une sanction. Donc, vous avez l'avertissement, où là, on va vous envoyer un petit écrit électronique hein, en vous disant, voilà, voilà, il y a eu un souci, on vous avertit voilà, du fait qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Vous avez le blâme, sans inscription au dossier. Vous avez le blâme avec inscription au dossier. Voilà, la mise à pied. Donc là, ça commence à être un peu lourd quand même. Mise à pied, ça veut dire que concrètement, l'employeur suspend provisoirement votre contrat de travail sans que vous soyez rémunéré par lui. Voilà. Bon, il y a quand même une durée maximale, mais ça commence quand même à chauffer, on peut le dire. Vous avez la mutation aussi disciplinaire qui est possible. Donc là, on vous change concrètement le lieu de travail en réponse à un comportement. Bon, s'il implique une modification du contrat, le salarié il est en droit de le refuser. Et à ce moment-là, si le salarié le refuse, libre à l'employeur d'aller sur une autre sanction. Ensuite, la rétrogradation. Là aussi, là, ça fait très mal. Donc là, vous êtes finalement dans un déclassement hiérarchique. Vous étiez responsable, vous redevenez, je sais pas moi, simple employé. Donc là, il peut y avoir un maintien de salaire ou une diminution, ça il faut le savoir, hein, diminution de salaire, c'est possible, mais à condition que finalement vous avez un emploi avec moins de responsabilités, et là, vous aurez possiblement une diminution de salaire. D'accord. Donc par contre, s'il y a un déclassement hiérarchique avec finalement un poste assez similaire avec le même type de travail, il n'est pas question de vous diminuer le salaire. Mais sachez que la rétrogradation, c'est possible. Et puis, sanction ultime, le licenciement disciplinaire. Euh, on a aussi le pouvoir de surveillance, et là, il peut vous être intéressant puisque finalement, vous, dans l'informatique, potentiellement, vous pouvez le mettre en œuvre pour votre employeur. Alors, sachez que l'employeur a le droit de contrôler ses salariés, c'est légitime, c'est considéré comme légitime. Simplement, il y a quand même un cadre à tout cela. Euh, donc, encore une fois, l'employeur ne peut apporter de limite des droits aux salariés que dans un cadre bien précis et un cadre qui soit justifié. Si il apporte de limites aux libertés des salariés, c'est parce que cela se justifie par la nature de la tâche à accomplir et c'est proportionné par rapport au but recherché. Ensuite, l'employeur, en vertu du contrat, a un pouvoir de direction, d'accord, qui découle bien sûr du lien de subordination. Donc, il peut donner des ordres aux salariés et bien sûr derrière contrôler la façon dont le travail a été exécuté. Et puis regarder la façon dont le salarié utilise les outils professionnels. Donc ça, c'est acté. Par contre, la mise en place d'un système de contrôle ou de surveillance des salariés, simplement, il faut que ce soit dit, doit être porté à la connaissance des représentants du personnel et les salariés aussi doivent être prévenus au préalable des dispositifs de surveillance et de contrôle. Donc il faut finalement une totale transparence au niveau de la surveillance des salariés. Euh, donc tout cela doit être finalement inscrit dans le règlement intérieur. À défaut de cela, toutes les preuves qui seront obtenues par l'employeur seront considérées comme illicites. Voilà. Ensuite, le contrôle et la surveillance par différents biais finalement.
on a dans un premier temps le contrôle des postes informatiques. Et il est vrai que maintenant, avec l'informatique, il est très facile finalement de contrôler ses salariés. Simplement, euh, l'employeur a le droit de limiter l'utilisation des outils de technologie de l'information, la TIC, qu'il met à la disposition des salariés. Euh, donc ça, il faut que ce soit clair. Donc il a le droit de limiter l'utilisation. Simplement, donc je vous mets la CNIL préconise l'autorisation ou la tolérance d'une utilisation privée. Oui, voilà. Euh, L'employeur peut éditer, par exemple, sur le règlement intérieur, dire bah, que finalement tout usage privé est interdit. Mais quoi qu'il en soit, la CNIL, un peu plus haut en termes de hiérarchie des normes, dit que on, on peut quand même, tolérer une petite utilisation privée des outils de l'employeur. Alors, donc il est en droit de faire quoi face à ça pour limiter l'utilisation des TIC? Ben, de mettre en place des outils d'analyse des pièces jointes, ça je ne vais pas vous montrer comment faire, de filtrer les accès à certains sites sur Internet, d'interdire certaines connexions, par exemple l'accès à certains forums, à certains sites, et puis de contrôler les durées de connexion et les sites visités. Donc ça, l'employeur a totalement le droit. Euh, alors concrètement, il y a eu des jurisprudences, il y a eu des cas finalement on va dire, de litige hein, entre un employeur et un salarié à ce niveau-là. Et concrètement, un salarié avait été accusé de faute grave parce que bah, utilisation trop excessive d'Internet. Et face à cela, la jurisprudence avait statué et statué tout simplement le fait que plus de 41 heures par mois à des fins personnelles, ben, c'était considéré comme excessif. Et puis, un exemple aussi d'une salariée qui avait été licenciée pour être allée sur 10 000 sites en 13 jours. On peut penser qu'effectivement 10 000 sites, c'est beaucoup. Donc voilà, sachez-le, il y a une tolérance, mais une tolérance qui a un cadre, et un cadre qu'il faut quand même savoir avoir. En tant que salarié, il faut avoir connaissance de ce cadre. Bon, tout simplement, il faut aller lire le règlement intérieur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout message reçu ou émis depuis un ordinateur professionnel sont réputés professionnels, logiquement. Donc l'employeur peut avoir librement accès à toutes ces informations-là sans avoir besoin d'en informer le salarié. Par contre, il n'en est pas de même pour les fichiers ou les mails qui vont être identifiés comme personnels par le salarié. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, toute information qui est sur votre poste informatique peut être finalement regardée par l'employeur à part tous les fichiers sur lesquels vous mettrez simplement personnel. Donc là, si vous mettez bah, sur le dossier personnel, ça veut dire que logiquement, l'employeur n'a pas le droit d'y aller et n'a pas le droit de regarder. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai un peu fouillé, il y a des jurisprudences à ce niveau-là. Il y a des cas où l'employeur a eu le droit d'aller regarder vos messages personnels, mais par contre, il me semble hein, qu'il ne peut pas utiliser les messages personnels contre vous finalement, hein, c'est considéré comme illicite. Mais par contre, si dans les messages personnels, il trouve des messages professionnels, à ce moment-là, il pourra les utiliser. Donc ça, c'est depuis l'arrêt Nikon hein, de 2001, c'est l'arrêt, la jurisprudence que j'avais trouvée, qui est venu, on va dire, à mettre un cadre à tout ça en disant, ok, l'employeur peut aller regarder toutes les informations, bon, mais disons que le salarié, alors comme vous pouvez le voir, hein, a droit même au temps et au lieu de travail, un respect de l'intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret de correspondance, des correspondances, donc il a droit à avoir une intimité en quelque sorte au niveau de ses mails, et que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de ses libertés, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique, quand bien même mis à disposition de l'employeur, hein, et quand bien même l'employeur aurait interdit l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Voilà. Donc c'est vrai qu'au départ, hein, il y a eu beaucoup de litiges. Hein, au départ, on a dit bon, voilà, l'employeur fait ce qu'il veut, il va aller consulter ce qu'il veut, et puis finalement, il y a eu ce cadre-là qui est maintenant largement appliqué. Ainsi, donc l'employeur peut accéder aux documents personnels du salarié de trois façons finalement, si, imaginons, il veut quand même y accéder. Alors, en présence du salarié, ou si on l'appelle, hein, si on désire y accéder. Alors, sans la présence du salarié, mais si vraiment il y a un risque, un événement qui le justifie, ou alors en présence d'un huissier.
À ce moment-là, l'huissier lui-même peut accéder aux documents personnels du salarié, en prendre copie en présence du salarié ou après l'avoir appelé. Et à défaut, la production, tout document qui sera retiré de ces dossiers-là, eh ben, sera considéré comme illicite. Voilà. Donc pour que les documents, les preuves finalement que l'employeur, si imaginons l'employeur a besoin de preuves, hein, eh ben, tous les documents qu'il retirera de vos dossiers personnels, il faut qu'ils suivent quand même une procédure bien déterminée. Et puis, ce que je peux rajouter, c'est que l'employeur ne peut en aucun cas se prévaloir de mails émanant de la messagerie personnelle du salarié, car dans ce cas, il s'agit d'une violation du secret de correspondance et, euh, et même si encore une fois, cette messagerie est accessible, ça je vous l'avais dit plus haut, hein, même si il obtient des informations, il ne peut pas les utiliser parce qu'on considère que la façon dont il les a eues est illicite. Il y a aussi donc le problème de la vidéosurveillance. Donc là, il y a aussi des éléments à connaître. Donc c'est que l'employeur a le droit, pour des raisons de sécurité, d'installer une vidéosurveillance. Mais il faut que ce soit proportionnel au but recherché, hein. S'il est, par exemple, il a des entrepôts avec beaucoup de matériel, on peut penser que c'est logique d'y mettre une vidéosurveillance. Donc il faut que ce soit proportionné, hein. Il faut que le but soit vraiment objectif et qu'il y ait toujours un respect des salariés. Alors, donc concrètement, ça il faut le savoir, c'est intéressant. Il ne peut pas y avoir de caméra qui va être là pour juste filmer les salariés et les surveiller. Donc en aucun cas, la caméra, la vidéosurveillance ne peut être installée juste pour surveiller les salariés, à part des exceptions. Par exemple en caisse, on va considérer que effectivement il est logique d'installer une vidéosurveillance en caisse pour les caissières, pour les clients qui passent. Euh, mais par contre, la caméra ne doit filmer que la caisse et pas autre chose et pas le salarié. Euh, mais par contre, on- finalement quel intérêt d'aller filmer les zones de détente, les zones de repas. Donc c'est vraiment très très encadré, hein. Il faut vraiment une vidéosurveillance qui a un but bien précis. Et ce but ne doit en aucun cas être la surveillance des salariés. Donc par contre, l'employeur, comme je vous l'ai dit, peut sans aucune procédure particulière mettre en place un système de surveillance, hein, où les salariés ne travaillent pas, logique. Il y a un souci aussi qui se profile maintenant avec la géolocalisation. Donc l'intérêt, hein, c'est de savoir à tout moment où se situent les salariés. Euh, donc voilà, ça peut éviter, grâce plutôt à des objets tels que des badges ou des véhicules, ça peut éviter peut-être d'autres outils on va dire moins performants. Donc la géolocalisation, c'est intéressant, mais encore une fois, il faut que ce soit utilisé dans un but bien précis. Il ne s'agit pas de géolocaliser ses salariés pour les pister, en fin de compte, hein, pour savoir comment ils travaillent, mais ça va être dans une fin, par exemple, ceux qui font du transport, pour leur trouver plus facilement les adresses, pour faire appel au transporteur le plus proche d'un lieu, d'un client, par exemple, si on devait aller le dépanner. Donc il y a toujours un intérêt, on va dire, objectif et jamais derrière un objectif qui est de surveiller les salariés. Donc la géolocalisation est interdite si l'employeur voulait l'utiliser pour surveiller ses salariés. Il faut que c'est un but finalement bien précis. Par exemple, un but d'efficience. On a parlé d'efficience, hein, faire en sorte que peut-être le salarié aille plus vite dans son travail. On peut penser pour les commerciaux, hein, ça peut être intéressant pour regrouper par exemple les visites de la clientèle, mais jamais, encore une fois, pour surveiller les salariés. Alors, on passe aux droits et obligations et je vais passer donc à une autre vidéo.